Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire qu'on fait aujourd'hui en partenariat avec Target to Sell sur la personnalisation et la recommandation produit. Si vous voulez, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte et ensuite on commencera. À tout de suite. On a déjà quelques messages des participants, donc je crois qu'on est à peu près 30. On va commencer. Du coup, aujourd'hui, on refait ce webinaire avec Alban sur les meilleures stratégies de personnalisation web et recommandations produits. Avant de commencer, on va juste se présenter en quelques mots. Je commence. Je m'appelle Diane Louise, je suis Customer Success Manager depuis maintenant 2 ans chez ABTSI. Je gère un portefeuille de 20 clients qui sont de tout secteur confondu, à la fois du e-commerce, du retail, de la génération de leads sur plusieurs marchés. Donc voilà, c'est assez diversifié. En tant que Customer Success Manager, j'accompagne en fait ces clients dans leur stratégie de CRO pour élaborer des tests, des personnalisations et analyser plus en profondeur leurs données qualitatives, on va dire. Et donc voilà, donc je les accompagne à la fois dans leur stratégie, aussi sur le côté opérationnel pour monter ces campagnes et les faire monter en compétences aussi du coup sur notre plateforme ABTSI. Alban, est-ce que tu veux te présenter? Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Alban. Je suis Technical Account Manager chez Target to Sell. Ça fait déjà bientôt 4 ans. Donc, je m'occupe d'aider nos clients à implémenter la solution, à l'utiliser, la configurer et également à regarder les chiffres pour optimiser. Donc, je suis notamment focalisé sur tout le marché espagnol, Portugal et LATAM. Je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui me connaissent. Je suis aussi en backup sur la France, donc j'interviens aussi dans les sujets techniques pour nos clients français. Est-ce que tu peux du coup présenter Target to Sell en quelques mots? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Target to Sell, c'est une solution d'intelligence artificielle, une solution SaaS. Nous, on se dédie à l'hyper-personnalisation de l'expérience client sur votre e-commerce. Donc, c'est une société française qui a été créée en 2012. Principalement, on s'est développé avec la recommandation de produits sur les sites e-commerce. On a depuis quelques nouvelles technologies comme l'ordonnancement des produits en page catégorie et moteur de recherche selon le profil du client. Également la personnalisation des contenus. Donc, on est présent à l'international, notamment en Espagne, Portugal et Russie. Top. Merci pour la présentation d'ABTSI. Du coup, côté ABTSI, nous, on est une plateforme dédiée à l'optimisation CRO. Donc, on est implémenté dans plusieurs pays aussi. Le siège est à Paris, mais on a plusieurs pays en Europe. Madrid, Londres, Berlin, Cologne, aussi à New York et Singapour. Ça fait 11 ans qu'ABTSI existe. Et nous, on a deux axes principaux. Le premier, notre solution, la solution ABTSI, elle est plutôt dédiée à des équipes marketing qui vont pouvoir facilement en fait faire des campagnes de tests, de la personnalisation et tout ce qui est travailler leurs insights. Et de l'autre côté, on a un nouveau produit depuis maintenant 1 an qui s'appelle Flagship, qui est plutôt dédié en fait, vocation d'être utilisé plutôt par des équipes produits et plutôt
pour faire aussi du test et de la personnalisation, mais de façon plus poussée. Ils vont aussi pouvoir tester leurs nouvelles features. Donc, voilà pour quelques mots sur A/B Testing. Au programme de ce webinaire, donc, bien sûr, on va parler de personnalisation, on va voir pourquoi c'est important, comment développer une stratégie de personnalisation, les avantages. Et ensuite, Alban vous parlera de la recommandation de produits, comment les personnaliser et comment les optimiser. Tout au long du webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la plateforme Livestorm, la partie questions. Et à la fin, avec Alban, on prendra quelques minutes pour y répondre, bien sûr. Du coup, c'est parti. Pour commencer, pourquoi personnaliser son site web? Alors, tout simplement, un premier argument commercial, parce que les marques qui utilisent en fait la personnalisation, qui font de la personnalisation, on a vu qu'elles ont une croissance de leur vente, de leur chiffre d'affaires qui est beaucoup plus rapide, qui peut aller jusqu'à plus 10%. Donc, ça vaut la peine d'investir dans ce projet-là. C'est aussi un moyen d'être le plus pertinent possible en ligne. On dit depuis des années, le client est roi, c'est eux qui ont, les utilisateurs ont le pouvoir de décision. Donc l'enjeu est de vraiment leur apporter un message, d'être le plus pertinent, une expérience la plus adéquate possible et le plus pertinent possible. Et le deuxième challenge, ça va être de capter leur attention le plus rapidement possible. Car on sait que ils ont que le temps d'attention en ligne est de moins de 2 secondes, donc très important d'être le plus pertinent possible à chaque point de contact et le plus vite possible. Donc la personnalisation, c'est un moyen en fait d'avoir ces points de contact les plus pertinents possibles. En 3 mots, la personnalisation, ça se définit en fait avec une expérience, la meilleure expérience qui soit, dédiée, qui va être délivrée à plusieurs segments, tous les segments que constitue votre audience, et de chercher en fait le meilleur moment, le bon moment pour délivrer ce message. La personnalisation, ça va être en fait une expérience, donc un message qu'on va personnaliser pour un segment particulier. On ne va pas s'adresser de la même manière à des clients connus qu'à des non-acheteurs. Ils ne vont pas avoir les mêmes exigences et donc les mêmes besoins. Donc c'est pour ça que c'est important en fait d'adapter le message pour que ce soit le plus adéquat possible et aussi de chercher le meilleur moment pour qu'il soit réceptif à ce message. Donc on verra plus tard comment trouver le meilleur moment et la segmentation, mais déjà vous avez une idée de ce que c'est la personnalisation. La personnalisation, je l'ai dit, c'est un moyen en fait de créer des expériences pertinentes, mais c'est pas le seul. Ça commence plutôt en général par l'expérimentation, tout ce qui va être la partie test, sur laquelle en fait vous allez pouvoir tester, confirmer, infirmer des hypothèses d'optimisation que vous auriez eues et donner finalement le pouvoir aux utilisateurs, puisque c'est en fonction des données statistiques du comportement de vos utilisateurs que vous allez pouvoir savoir si vos hypothèses sont bonnes et donc laisser les utilisateurs choisir la meilleure expérience. Et si l'expérience a été, le test a été positif, peut-être de découler ensuite sur une personnalisation. Donc la personnalisation, ça peut se baser donc sur ces données-là, mais ça peut aussi être plus poussé et se baser aussi sur l'intelligence artificielle pour essayer d'adapter le parcours client et d'anticiper en fait les exigences des utilisateurs le plus rapidement possible. Un exemple concret en fait de l'utilisation de comment on peut utiliser la personnalisation basée sur l'intelligence artificielle, ça va être avec au moyen de notre widget. J'avais testé un widget qui s'appelle Image Matchmaker. Le principe, en fait, c'est de pouvoir tester plusieurs types d'images différentes sur plein de fiches produits et de pouvoir automatiser en fait ce roulement d'images, ce test d'images et de pousser l'image qui convertit le mieux à l'instant T. Donc, avec ce widget, ce qui a été intéressant, c'est que Best Western a pu savoir, par exemple, dans son cas, si c'était plutôt quel type d'image convertissait le plus sur des fiches d'hôtel, si c'était plutôt des façades d'hôtel, la vue d'une chambre, la vue sur la plage, et que ce soit. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas une réponse possible, mais une réponse personnalisée pour chaque fiche hôtel, et ça leur a permis en fait
de garder cette personnalisation, de l'automatiser pour chaque fiche hôtel et ne pas avoir à le faire manuellement. Donc, à la fois un gain de temps et en même temps, ça a permis de booster réellement leur conversion et même leur taux de réservation, comme on peut le voir ici. Un autre argument qui peut servir pour la personnalisation, si vous n'en faites pas déjà, sachez que certainement votre concurrent direct a déjà investi dans la personnalisation. La majorité des entreprises digitales en font, donc on va en faire aussi. Et ensuite, ici, quelques raisons, les 3 raisons principales qui peuvent vous pousser à faire de la personnalisation, autre que l'amélioration de l'expérience client. Ça va être donc un gain de temps, on l'a vu avec Best Western, ça permet d'automatiser des tâches opérationnelles et ensuite se concentrer sur la partie plus stratégique. Dans le même temps, optimiser vos ventes et enfin, tirer le meilleur parti de vos données, puisque ça va être l'occasion en fait d'analyser, réaliser plus de tests et d'en apprendre plus sur vos potentiels clients et vos actuels clients. Donc ça, c'était pour la partie savoir qu'en fait, maintenant qu'on sait que la personnalisation est importante, moi j'espère que je vous ai convaincu sur ce point, là, tout l'enjeu, c'est de savoir par où on commence. Donc le mieux, c'est de développer une stratégie de personnalisation. Sur ce point, chez AB Testy, on a un squad qui est dédié, squad de CSM et d'équipe produit qui est dédié à la personnalisation. On a d'ailleurs aussi l'équipe client a d'ailleurs construit un workshop autour de la personnalisation. Donc là, je vais vous dire les grandes lignes en fait de la méthodologie, la stratégie qu'on recommande. Mais bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander à votre CSM dédié. Pour commencer, donc, on dit que les utilisateurs d'aujourd'hui attendent l'expérience Amazon. Par expérience Amazon, en fait, il faut comprendre que ça signifie un changement dans la façon auquel on pense de la personnalisation. En général, la personnalisation va être plutôt basée selon une logique de campagne marketing. Ce sont les points 1 à 3, on écrit ici, et qui va être associé à un segment souvent assez large. Donc, par exemple, des préventes pour des clients fidèles, des soldes pour tous les utilisateurs. Ça, c'est un type de personnalisation. Mais en vérité, la véritable personnalisation est plutôt basée sur un contexte, un déclencheur. Ça fait partie des 3 piliers qu'on a vus juste avant. Et donc, l'enjeu, ça va être de rechercher en fait des personas, des profils types pour pouvoir en fait décrire en fait un persona qui remplit en fait une série d'exigences, de critères et ensuite déclencher un traitement particulier. Donc, par exemple, ça va être un des profils types que vous pourriez avoir, ce sont des non-acheteurs qui ont visité plusieurs fois le site mais n'ont pas encore déclenché l'achat. Pour leur donner une meilleure expérience, pour personnaliser en fait leur expérience, ça va être de proposer un message en fonction de telle et telle interaction. Par exemple, après telle page liste vue, telle page produit vue, leur proposer une offre en adéquation ou une inscription à la newsletter, quelque chose qui a vraiment un intérêt par rapport à leur navigation. Au lieu donc d'être basé sur une logique de campagne, on est plutôt basé sur une logique de déclencheur. Et c'est vraiment sur le contexte et ces déclencheurs que on définit donc une expérience de type Amazon. Donc l'expérience plutôt 4 et 5. Donc ça, c'est vraiment la personnalisation qu'on cherche à atteindre. Donc ici, résumer en fait les 4 étapes fondamentales qu'on recommande en tant que méthodologie pour élaborer une stratégie de personnalisation. Donc ça commence par segmenter en fait vos audiences en groupes, en segments clés. Donc faire ce travail de recherche pour trouver en fait toutes les interactions, les critères, les exigences que peut représenter tel et tel groupe. Par exemple, différencier les non-acheteurs des acheteurs, c'est un premier point. Et ensuite, définir des objectifs pour chacun d'entre eux. Tout simplement parce qu'on ne va pas avoir les mêmes objectifs pour des clients fidèles, ça va être plutôt basé sur la rétention, faire en sorte que ça devienne pour des clients connus, faire en sorte, l'objectif, ça va être qu'ils deviennent des clients fidèles et de les retenir, alors que pour des non-acheteurs, ça va être de déclencher le premier achat.
Et ensuite, donc, la partie 3, concevoir la stratégie de personnalisation. Ici, c'est en fonction de l'étape 1 et 2, matcher en fait un segment avec un objectif et ensuite une action concrète à travers d'une campagne et donc un contexte, retrouver en fait délivrer cette action concrète dans un contexte particulier pour mener à bien en fait cette personnalisation. Et la partie 4, donc importante aussi, mesurer l'impact pour savoir en fait si la personnalisation elle a répondu aux objectifs qu'on s'était fixés, savoir si on peut l'améliorer et rentrer dans une logique de test and learn. Donc sur ce point, quelques explications additionnelles. 3 façons de mesurer votre stratégie de personnalisation. Important de savoir si ça fonctionne. À court terme, ça va être, on recommande en fait de commencer par des tests AB, tests multipage, pour chaque segment afin en fait de vérifier finalement le message que vous allez proposer. Ensuite, à long terme, ça va être de garder une population témoin pour continuer en fait d'analyser l'impact et de mesurer vos optimisations. Et le 3e point, garder en fait cette logique de test and learn pour continuer en fait de personnaliser et de tester en continu pour améliorer vos campagnes de personnalisation. On vous propose un petit sondage. Donc, si vous voulez y répondre, ce sera dans la partie sondage de Livestorm. Ici, la question, c'est que lorsque vous personnalisez votre site, quels sont les critères que vous prenez en compte? Vous allez voir, il y a plusieurs réponses possibles. On les commentera au fur et à mesure. Et en attendant, on va développer un petit peu chacun de ces critères. Donc ici, les grandes familles en fait, de critères de personnalisation qu'on propose chez AB Testy. Par exemple, vous pouvez segmenter votre audience selon le navigateur. Le langage du navigateur, ça peut être intéressant pour segmenter, en fait, pour targeter en fait, des utilisateurs. Si vous avez un marché international, pouvoir différencier en fait, vos campagnes selon le langage. Ensuite, source de trafic, plusieurs critères possibles pour pouvoir faire des synergies par rapport à vos différentes, avec vos différentes campagnes d'acquisition, toutes les campagnes de publicité et d'acquisition que vous pouvez faire sur différentes sources de trafic, pouvoir les matcher et ainsi qu'il y ait une harmonie avec les messages que vous proposez sur votre site. Device. Expert, ici, on va retrouver d'autres critères possibles, plus avancés que les critères natifs. Donc, c'est possible de le faire avec du code, de matcher vos variables de data layer ou donc avec votre audience. Pour terminer, critères utilisateurs. Donc, on peut aussi, un des segments possibles, ça peut être en fonction de la géolocalisation, les informations météorologiques. Et enfin, les comportements, on peut aussi segmenter en fonction de la navigation de l'utilisateur, donc en fonction d'un événement qu'il aurait fait. Donc là, ce sera plutôt du tracking. Ça peut être en fonction des différentes visites qu'il a fait. Donc, et tout ce qu'il y a en bas, c'est tout ce qui est relié à la transaction. C'est possible de faire des segments liés par rapport aux données qu'on peut avoir sur la transaction. Quelques exemples. Ici, l'Occitane fait une personnalisation à Pâques pour faire une animation. Ils avaient décidé de cacher des œufs sur leur page site et il y avait une animation qui se déclenchait. Donc ça, c'était une manière assez originale d'interagir avec leurs utilisateurs. Autre personnalisation assez intéressante, c'est la Fnac, qui a 2 campagnes différentes basées sur la géolocalisation et la météo. Ils vont pousser un contenu différent quand il fait soleil et un autre quand il fait pas beau, et ainsi automatiser ces campagnes-là. Et pour terminer sur cette partie, le moteur de l'optimisation chez AB Testy est piloté par le ROI. Ça, c'est un critère qui revient souvent dans la bouche de nos clients. Ils veulent savoir quel est le rendement de leur campagne. Donc ça, c'est possible de le savoir, mais c'est un processus en fait qui se fait pas à pas. Chez AB Testy, ça rentre dans un processus continuel que vous avez décrit ici,
au travers de l'expérimentation qui va découler sur la personnalisation, l'optimisation produit, on va pouvoir en fait améliorer votre taux de conversion. Vous allez dans le même temps enrichir vos données et rentrer donc dans ce processus continuel d'optimisation. Tout ce travail sur les micro-conversions, ça va vous permettre, in fine, d'atteindre votre objectif global de transactionnel, d'augmentation de revenus, et aussi ça peut être l'expérience utilisateur améliorée. Ces indicateurs, on les a automatiquement, et donc c'est possible de les avoir, mais c'est vraiment un objectif final qui est possible grâce à l'amélioration des micro-conversions. Pour terminer, sur la partie personnalisation, ici, on va vous décrire en fait les quelques avantages qu'on a identifiés sur la personnalisation. Et un autre sondage qu'on aimerait vous poser, ce sont quels sont, selon vous, les principaux avantages de la personnalisation. Donc, pareil, il y a plusieurs réponses possibles. On les commentera à la fin, si vous voulez bien. Donnez votre avis en attendant. Donc, un des principaux avantages, on l'a dit au début, ça va être d'améliorer l'expérience utilisateur. Le but, c'est vraiment d'être le plus pertinent possible pour donner une expérience satisfaisante à vos utilisateurs. Un utilisateur satisfait, c'est un utilisateur qui a plus de facilité, de probabilité, à convertir. Et d'autre part, c'est aussi, vos utilisateurs sont aussi une source d'information précieuse pour vous, pour continuer en fait d'optimiser votre personnalisation. Vous allez vous servir en fait de leurs données pour enrichir vos stratégies de personnalisation, vos personas et ainsi de suite. L'optimisation continue, c'est un objectif. C'est un objectif pour atteindre en fait l'expérience client, une expérience client qui est exceptionnelle. En effet, c'est vraiment en fait le moteur en fait du CRO. On va plutôt centrer toute la stratégie CRO à partir autour de l'expérience client et non autour de la stratégie marketing. C'est plutôt l'expérience client qui doit orienter la stratégie marketing et non l'inverse pour tirer le meilleur parti de chaque transaction. Et comme ça, et on a vu en fait que l'amélioration de l'expérience client, ça permet aussi à la fois de matcher avec votre objectif plutôt commercial. Que disent les consommateurs? D'un autre côté, on sait aussi que les consommateurs qui ont bénéficié d'une expérience client, d'une bonne expérience client, sont plus susceptibles d'acheter auprès de la même entreprise, donc ça va de pair. Et sur ce point, c'est aussi, sur ce point, c'est une très bonne chose en fait de prendre en compte, de demander en fait directement le feedback, l'opinion de vos utilisateurs pour améliorer et fournir en fait vos hypothèses de tests de personnalisation. Ça peut être fait donc au moyen des enquêtes Net Promoter Score, comme l'a fait Eurosport pendant l'Open Australia. Donc le principe, c'est d'avoir une première pop-up qui demande en fait l'avis général pour noter en fait l'expérience client, de la moins satisfaisante à la plus satisfaisante, et ensuite une réponse ouverte, ce qui leur a permis d'avoir près de 5000 réponses, donc beaucoup d'informations qualitatives qui leur permet, j'imagine, d'avoir toutes sortes de feedbacks à la fois sur des améliorations possibles, des problèmes rencontrés, et ainsi les prendre en compte pour les prochaines campagnes. Autre argument, donner à vos clients ce qu'ils souhaitent avant qu'ils ne le demandent. Donc ça, on l'a vu aussi avec la personnalisation basée sur l'IA. C'est important en fait c'est mieux de pouvoir anticiper les besoins des clients. Ça peut se faire notamment avec les recommandations personnalisées. Alban reviendra dessus plus en détail juste après. Mais sinon, un autre exemple qu'on a fait avec AB Testy, avec Europcar, ce qu'ils ont fait, qui est assez malin, c'est de créer en fait un accès rapide à la dernière recherche. Ils ont repris en fait les informations de la dernière recherche de chaque utilisateur. Le principe, c'était de l'afficher dans une bannière qui s'affiche ici dans la homepage, afin de retrouver directement ce qu'on était venu chercher la dernière fois et pas perdre de temps à nouveau à le chercher dans les différentes pages catégories.
et un accès rapide ici avec un click to call qui amène directement dans le checkout. Donc voilà, ça c'était le fruit d'un test et qui leur a permis d'augmenter de 4% leurs revenus. Autre avantage, augmenter l'efficacité des CTA. Donc les CTA, c'est vraiment un des meilleurs moyens de générer des conversions. Le mieux, c'est encore de les personnaliser. On sait qu'ils génèrent 202% de conversions de plus que des CTA non personnalisés. Un exemple ici de CTA qui peut être personnalisé, c'est le cas de Decathlon qui a utilisé le Social Proof, un autre widget qu'on propose chez ABTC. Le principe, on ne voit pas très bien, mais c'est d'avoir une mention ici dans la fiche produit qui dit il y a tant d'utilisateurs ou tant d'acheteurs, c'est au choix, qui ont vu ou qui ont acheté ce produit dans la dernière heure, le dernier jour, pendant ce jour. La période aussi est modifiable. Ça permet en fait de donner ce petit coup de boost en plus qui manquait peut-être à l'utilisateur pour déclencher l'achat. En tout cas, c'est ce qui a été vérifié ici avec Decathlon. On a vu que ça avait permis d'augmenter leurs transactions de 3%. Donc voilà, personnaliser les CTA, ça peut être ajouter un élément de réassurance, un autre argument de vente à côté du CTA qui permet d'encourager finalement l'utilisateur à déclencher la conversion et ensuite l'achat. Autre avantage, optimiser la recommandation de produits, profiter des critères de personnalisation. Donc pour cela, vous pouvez profiter des critères de personnalisation qu'on propose chez ABTC, qui sont natifs et d'autres qui sont plus basés sur l'intelligence artificielle. Il est vrai que des utilisateurs vont préférer acheter si on leur a recommandé tel ou tel produit. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne assez bien Netflix. On sait que la majorité, les utilisateurs qui regardent Netflix, souvent s'inspirent des recommandations directement de la plateforme. Pour terminer, dernier avantage, améliorer la rétention client. Des clients heureux, ce sont des clients fidèles. Donc, le but est vraiment de les garder et d'en faire des ambassadeurs. Donc, pour cela, le mieux, c'est de les récompenser, comme le fait par exemple Sephora au moyen d'offres premium qu'ils vont pousser seulement à certains clients fidèles au travers, par exemple, de bannières, comme on peut le voir ici, qui sont devenues en fait des personnalisations assez récurrentes de la marque. Et c'est tout pour cette partie. Je laisse Alban vous en dire plus sur la recommandation de produits. Merci Diane-Louise pour l'introduction sur la personnalisation. J'espère que ça vous a déjà donné quelques idées. Donc, on va voir maintenant plus en focus la recommandation de produits. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la recommandation de produits? C'est le fait de recommander des produits de votre catalogue dans des zones dédiées à cet effet sur votre site e-commerce, principalement. Comment vous pouvez concevoir une stratégie de recommandation de produits? Au moment de définir votre stratégie, il faut penser plusieurs choses. C'est quel est votre objectif en termes de KPI? Forcément, c'est d'améliorer vos KPI. Vous voulez aussi améliorer l'expérience client. Et surtout, il faut vous poser les questions basiques. C'est où est-ce que je veux faire cette recommandation de produit? Qu'est-ce que je veux voir dans ces zones de recommandation? Et à qui je vais l'adresser? Et derrière, pour savoir que cette stratégie est efficace, forcément, il faut mesurer. Et une bonne façon de le faire, c'est notamment en réalisant des A/B tests entre deux stratégies différentes pour voir quelle est celle qui fonctionne le mieux. Donc ici, par exemple, c'est un exemple sur l'ensemble des différentes pages qui composent votre e-commerce et où est-ce que vous pouvez recommander des produits. En fait, chaque zone, chaque page a une vocation différente et un objectif, une finalité pour ces recommandations de produits différentes. Sur la home page, par exemple, on va plutôt recommander vos best-sellers, les dernières nouveautés, etc. Sur une fiche produit, on va recommander des produits de la même catégorie que le produit qu'on est en train de voir ou du produit complémentaire à un éventuel achat de ce produit. Sur une pop-up d'ajout au panier, forcément, on a déjà ajouté un produit au panier, donc on va vouloir pousser de l'accessoire complémentaire à ce produit. Voilà, donc c'est un peu les grandes idées. Ce que je vais faire maintenant, c'est plutôt me focaliser sur la page produit et la pop-in
d'ajout au panier qui sont les zones qu'on voit chez nos clients qui donnent le plus de résultats de conversion en termes de recommandation de produits. Et puis accessoirement aussi, la page produit est l'une des plus vues, donc c'est normal qu'on ait ces résultats. Donc pourquoi c'est très important de se focaliser sur la page produit, parce que c'est une des pages essentielles de votre e-commerce. C'est là où le client, quand il vient pour acheter un produit, il regarde les caractéristiques de ce produit, il compare entre plusieurs fiches produits afin d'acheter son produit. Je vais passer ça. Du coup, quand on arrive, par exemple, typiquement, j'arrive sur, ici c'est Sprinter, donc c'est l'équivalent de Decathlon en Espagne. Quand j'arrive sur le site e-commerce, moi j'arrive avec un besoin. Vous m'avez capté à travers d'une newsletter, d'une campagne de pub, aussi bien à la télé que sur Internet, où je connais votre marque et je viens sur le site parce que je cherche une chaussure de sport. Donc, très bien, j'arrive sur ce modèle. Et derrière, pourquoi j'arrive sur ce modèle? Parce que j'ai une nécessité, ma première nécessité qui est, je cherche une chaussure de running pour faire du sport. Ok, très bien. Donc, peut-être que ce produit, c'est pas celui que je veux, mais c'est ce qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de recommander d'abord des produits de la même catégorie sur cette fiche produit pour donner des alternatives d'achat à ce client. D'accord? Cette zone sur la fiche produit, elle représente 70% du revenu généré par les recommandations. Derrière, ce que vous faites également, c'est qu'on va proposer des produits complémentaires à cette chaussure de running. Si j'achète cette chaussure de running, très bien, c'est pour courir. Mais en fait, la nécessité aussi, c'est pour faire du sport d'une manière globale, etc. Derrière, en fait, je crée aussi, quand j'achète ma chaussure de sport, des besoins secondaires. Je vais avoir besoin d'un tapis roulant pour courir, je vais avoir besoin d'accessoires pour faire ma musculation. Je suis aussi plus quelqu'un qui est intéressé par la mode, je vais avoir tout l'ensemble vestimentaire complémentaire à ces chaussures, etc., etc. Donc là, dans la produit complémentaire, on va recommander des produits qui sont d'une catégorie différente, ou alors au niveau de la mode, ce qui peut être ou même des cosmétiques qui sont plutôt de la même gamme de produits, la même collection. Alors, du coup, ici, l'animation ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment comprendre le besoin de vos clients sur du complémentaire. Un produit, ici, en l'occurrence, mes chaussettes vont être complémentaires de mes chaussures. C'est-à-dire que quand j'achète mes chaussures de sport, mais il faut bien que je mette des chaussettes pour les utiliser. Par contre, quand je suis en train de regarder le produit qui est des chaussettes, j'achète pas mes chaussures en fonction de mes chaussettes. Donc peut-être que dans ce cas-là, quand je suis en train de regarder des chaussettes, les produits complémentaires que vous allez vouloir recommander, ça va plutôt être des lunettes de soleil, l'accessoire pour votre smartphone, etc. D'autres produits qui englobent l'activité derrière ce produit. Okay, donc ça, c'est très important, la notion de comprendre un peu votre catalogue et quels sont les produits qu'on regarde selon ceux qu'on achète en conséquence d'un autre. Par exemple, un autre exemple, ce serait magasin de meubles. Si je regarde un canapé, moi, très bien, je peux lui proposer au client la table basse, les coussins qui vont avec, le meuble télé, etc. Par contre, si je suis en train de regarder un coussin, peut-être c'est pas nécessaire de lui recommander un canapé. Je ne pense pas que vous achetez votre canapé parce que vous avez acheté des coussins verts. Donc voilà, c'est vraiment la notion de complémentarité et pas forcément réciproque entre les produits. Et derrière, vous allez avoir une troisième zone sur votre fiche produit qui est l'historique de navigation. Généralement, sur l'e-commerce, vous allez le rencontrer en bas de page, qui sont les derniers produits que vous avez vus. Et ça, c'est très important parce que ça permet à l'utilisateur de retrouver les produits qu'il a vus et donc retrouver le produit qui lui a plu plus rapidement. Et d'ailleurs, on voit que ça génère 22%. Enfin, sur 100% de vente de la fiche produit à travers des recommandations, 22% viennent de l'historique de navigation. Donc, cette zone est même plus importante que le produit complémentaire sur la fiche produit. Ensuite, là, on va voir une autre zone qui est la pop-up d'ajout au panier. Donc, pourquoi je vous montre cette zone? Parce que justement, comme on l'a vu, le produit complémentaire sur la fiche produit, il n'est pas forcément si intéressant que ça. En fait, le produit complémentaire vient au moment où vous avez déjà décidé de votre produit. Donc, au moment où vous l'avez acheté, avant de l'acheter, vous l'avez ajouté à votre panier. Et donc, au moment où vous l'avez ajouté à votre panier, vous pouvez tout à fait ouvrir une pop-up. Et dans cette pop-up, vous proposez
de la complémentarité au produit qui vient d'être mis au panier. Et donc là, c'est une zone, des cosmétiques, c'est la même gamme. Donc vous allez avoir la crème de jour, crème de nuit, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en plus un bouton d'ajout au panier directement pour mettre ces produits dans votre panier. Okay, ce qui est important dans la recommandation aussi, lorsque vous faites de la recommandation de produits, c'est qu'il faut vraiment comprendre et s'adapter à votre utilisateur. Un client vient sur votre site parce qu'il a des besoins, mais vous, en tant que vendeur, vous avez forcément des restrictions. Ça va être des restrictions business, des restrictions d'objectifs parce que vous devez écouler un stock, etc., etc. Donc, il faut vraiment joindre les deux pour proposer la meilleure expérience possible. Par exemple, des problématiques que vous avez en tant que vendeur, c'est tous les événements marketing au cours de l'année. Donc, par exemple, pendant les soldes, vous, qu'est-ce que vous allez vouloir recommander? Vous allez recommander que des produits qui sont en promotion. Pour la Saint-Valentin, c'est plutôt des choses qui peuvent intéresser un couple. Pour la fête des mères, c'est que les produits pour femmes qui doivent être mis en avant, etc., etc. Ok. Et donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on utilise de la donnée pour faire de la personnalisation. L'intelligence artificielle, elle ne se base pas sur un comportement aléatoire ou des suppositions. Elle va regarder l'ensemble des comportements de vos clients sur votre e-commerce. En amont, Target2Sell pose un tracking pour récupérer l'information de ces comportements clients. Et donc, vous avez deux grands types de familles de données que vous pouvez utiliser. Les données de navigation et les données qui sont déclaratives. On va voir tout de suite en quoi ça consiste. Donc, les données de navigation, en gros, qu'est-ce qu'ils font comprendre? L'utilisateur, il a un contexte. Et derrière, en plus, quand on fait de la recommandation de produit, on peut se retrouver avec différentes zones selon la fiche produit. Pourquoi? Pour un utilisateur, je vais avoir la recommandation d'en haut, et pour un autre, la recommandation d'en bas. En fait, avec le tracking, Target2Sell récupère tout votre contexte de navigation. Donc, on va savoir les produits que vous avez mis au panier, les produits que vous avez achetés, les produits que vous avez vus, les produits que vous avez ajoutés à vos favoris. Et tout ça, c'est pris, le contexte est pris en temps réel. OK? Et derrière, avec l'intelligence artificielle, en prenant en compte ces données, en plus, on va implémenter un algorithme qui correspond en fait à une stratégie et de dire, par exemple, je vais recommander les meilleures ventes, je vais recommander les produits qui font le plus de buzz actuellement, les produits qui ont été le plus vus avec ce produit ou les produits achetés avec ce produit. Et donc ça, c'est une capture d'écran d'un outil de Target2Sell. À gauche, en plus, vous avez le pourcentage qui est la probabilité que peut sortir chacun de ces algorithmes. Et l'intelligence artificielle recalcule automatiquement la probabilité de sortie de ces algorithmes. Et c'est basé sur quoi? Sur quel algorithme a converti le mieux, qu'est-ce qui donne la meilleure conversion, le meilleur taux de clic, etc., etc. Et donc, en plus de cela, vous mettez par-dessus votre contrôle à travers du back-office Target2Sell, vous mettez des contrôles qui sont vos contrôles métiers. Donc, je veux recommander que des produits de la même marque, je veux recommander que des promotions, que des nouveautés, etc. Et on peut aller très loin dans la configuration. Et donc, en mixant l'ensemble, en mixant à la fois le contexte de navigation d'un utilisateur, vos différents algorithmes, plus vos règles métiers, on arrive à une personnalisation one-to-one, donc vraiment à l'utilisateur, qui est en plus automatisée et optimisée grâce à l'intelligence artificielle. Un autre point, du coup, là, on a vu qu'on prenait en compte les données de navigation de l'utilisateur, donc son contexte, ce qu'il fait comme action sur votre site e-commerce. Mais au moment de faire ça, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est l'intention d'achat de l'utilisateur. On ne sait jamais pourquoi il vient. Moi, je peux très bien venir aujourd'hui pour acheter un produit, et le lendemain, en fait, c'est pour ma copine ou c'est pour faire un cadeau, etc. Donc, une façon de faire ça, justement, c'est de faire tout la partie qui sont des données déclaratives. Donc, vous allez faire des moteurs à questions, en fait, tout simplement. Ici, par exemple, c'est pour choisir un cadeau, belle faute d'orthographe, pour choisir un cadeau chez Sephora. Donc, vous posez des questions. Vous avez une bannière, par exemple, qui vous met, vous souhaitez faire un cadeau. Et du coup, les questions, c'est à qui vous souhaitez faire ce cadeau? À votre père, à votre mère, à votre copine, à votre copain.
quel type de produit vous cherchez, si c'est plutôt un parfum, une crème, etc. Votre budget, si vous êtes plutôt entre 0 et 20 euros, 20, 40, etc. Et en fonction de ces réponses, vous captez, vous, de l'information et en plus, vous êtes capable de faire une recommandation qui est en adéquation et qui répond à ce besoin client. Okay. Un autre besoin, les clients, ils savent, moi ça m'arrive, je sais très bien ce que je veux, je l'ai vu dans un magasin, je l'ai vu à la télé, j'ai un copain qui a ce produit, mais moi je sais pas comment l'exprimer dans ce site e-commerce, ou je sais même pas comment il s'appelle, je sais pas vraiment comment le rechercher. Mais un très bon moyen de faire ça, c'est également de télécharger, d'uploader une image. Et donc, grâce à l'algorithme d'intelligence artificielle qui est de similarité visuelle, Target to Sell est capable de recommander des produits qui sont similaires visuellement aux produits que vous avez mis à la photo que vous avez téléchargée. Et donc ça, en plus, c'est très important, c'est les données déclaratives, vous pouvez les garder, vous pouvez les stocker dans votre e-commerce. Donc, vous avez vraiment, c'est vraiment des informations en plus qui sont, que vous pouvez garder et en plus, derrière, qui peuvent être utilisées à plusieurs finalités, comme par exemple envoi d'email, etc., etc. Vos clients, aussi, un autre besoin qui permet de combler les données déclaratives, et vos besoins, vos clients ont besoin d'aide. Typiquement, dans un magasin physique, moi, je peux demander à un vendeur. Actuellement, sur les sites e-commerce, c'est un peu plus compliqué, il faut passer par un chatbot, etc. Mais un moyen de le faire, c'est de détecter les cas d'utilisation, justement, les plus courants auxquels vous faites recours à un vendeur en magasin. Par exemple, ici, Ikea, dans le cas d'achat d'un matelas, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de savoir la taille de votre matelas, et pour vous aider, on va vous demander votre gabarit, si vous sentez que vous êtes plutôt fort ou non. Si vous préférez un matelas qui est plutôt souple ou dur, etc., etc. Et donc, avec ces différentes questions, on va pouvoir recommander et proposer des produits en adéquation avec la recherche de l'utilisateur. Du coup, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le cas où je suis totalement un nouveau visiteur et qu'on n'a pas de données sur celui-ci? Eh bien, une façon de faire, justement, c'est de penser, c'est l'exemple de Verbaudet, c'est de penser tous les cas d'utilisation, les grandes familles d'utilisation de votre e-commerce. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va scénariser l'utilisation du e-commerce par le client. Donc là, eux, ils ont détecté 3 grands cas. C'est 1, vous préparez l'arrivée de votre bébé. 2, vous avez déjà votre enfant et vous voulez l'équiper. Et 3, en fait, vous venez pour offrir un cadeau. Donc ici, j'ai répondu que je préparais l'arrivée d'un enfant. Donc on me pose plusieurs questions. On me demande quelle est la date prévue de naissance, si c'est un garçon, si c'est une fille, si c'est moi la future mère ou pas, et également la taille. J'ai répondu que j'étais future maman, donc la taille des vêtements. Et derrière, avec ces informations, non seulement on les garde en base, de votre côté, vous pouvez les garder, donc vous avez l'information sur ce client, mais grâce à ça, on va recommander tout un espace 100% personnalisé. Aussi bien le contenu est personnalisé, donc là, ça va être des contenus plus pour bébé-fille, parce que j'ai répondu bébé-fille, des vêtements adaptés à votre taille et en situation de grossesse, des vêtements pour l'enfant également. Et donc, surtout, en plus, ce qui est important, c'est que vous allez détecter tout un cycle de vente dans ce cas-ci. Parce que si je sais la date approximative de l'arrivée de l'enfant, je sais également approximativement quand est-ce qu'il va être à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, après, je peux envoyer des campagnes newsletter avec les produits adaptés à la nécessité du client. Et donc ça, en plus, cet espace personnalisé, il n'y a même pas besoin de se connecter. Il est gardé grâce à votre cookie de navigation. Quand vous revenez, vous avez un espace dans Verbaudet qui est cet espace-ci personnalisé. Donc maintenant, on a vu comment on pouvait faire la recommandation. Je pense que l'idée principale derrière qu'il faut retenir, c'est que surtout, il faut bien penser quels sont les différents scénarios et il faut penser à scénariser l'utilisation de ces recommandations. Pourquoi je recommande tel produit et à tel moment. OK ? Donc maintenant, comment on optimise ces recommandations de produits ? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. En fait, comme on fait de l'intelligence artificielle et qu'on se base sur les données,
eh ben, un moyen très simple, vous allez comprendre, d'optimiser, c'est de donner encore plus de données à manger à notre intelligence artificielle. Et donc, des données qu'on peut importer, c'est les données de vos magasins physiques si vous en avez. On peut très bien importer des données CRM sur vos clients. Donc, par exemple, comme vous avez montré, Diane-Louise, si c'est un client fidèle, bah, vous pourriez dire, OK, ce client-là, de base, on lui met des 10% de réduction sur les prix à travers d'une valeur CRM. Vous pouvez également utiliser des données externes comme les avis sur les produits, le social logging, etc., etc. Qu'est-ce qui est important, en plus, à l'heure actuelle, seulement 1% des entreprises utilisent vraiment les données pour offrir une expérience omnicanal à leurs clients. Et pourquoi c'est important l'expérience omnicanal? Parce que au jour d'aujourd'hui, vous achetez soit en magasin, soit sur le e-commerce. Mais en fait, dans la majeure partie des cas, les clients, ils ont eu une expérience à la fois sur le e-commerce et à la fois dans le magasin physique pour réaliser leur achat. Donc, par exemple, ici, 70% des clients ont regardé 70% des achats, en fait, comment ils se réalisent. On a d'abord regardé sur le site e-commerce, on a cherché le produit, où est-ce qu'on pouvait le trouver, etc. Et on va l'acheter dans le magasin physique. Donc, si je somme les deux parties, que ce soit d'abord recherche sur le e-commerce et achat en magasin, ou l'inverse, on arrive à presque 80% des achats. Donc, c'est pour ça que c'est très important de penser sur la stratégie omnicanal. Et une manière de le faire, justement, nous, au moment de récupérer la donnée, quand on récupère vos ventes de magasins physiques, mais si on est capable de consolider les données sur le même utilisateur, c'est-à-dire que quand moi je vais, je sais pas, dans le magasin Sephora, je donne ma carte de fidélité ou même ma carte bancaire, au final je paye avec un moyen de paiement qui permet de m'identifier. Derrière, quand on importe ces données dans Target2Sell, si on est capable de relationner cette donnée, de lier ces données avec ce que fait avec l'utilisateur qui est en train d'utiliser votre e-commerce, eh bien en fait, on est capable de recommander des produits sur le e-commerce. On recommande des produits par rapport à son achat qui a été fait en magasin physique. Et donc ça, on l'a mesuré, ça augmente de 4% les commandes sur votre site e-commerce à travers la recommandation. Alors, je ne sais plus si c'était une vidéo, celle-ci, si. Alors, on n'a pas accès à la vidéo. Non, bon, ça ne marche pas, c'est pas très grave. Donc, l'idée, c'était de montrer comment on améliore la recommandation. Et donc là, j'ai pris les recommandations qui sont faites sur le site de Sprinter. Et donc, l'idée est très importante. En fait, principalement, dans votre zone de recommandation, normalement, vous ne voyez pas tout ce qui est à l'écran. Vous voyez que le produit, le prix, etc. Mais au moment de passer la souris, en plus, il y a d'autres infos qui s'affichent, comme les différents visuels du produit, dans quelle taille il est disponible, un bouton d'ajout directement au panier. Et en fait, il y a beaucoup de composants dans cette zone de recommandation. Vous pouvez également ajouter à la wishlist directement votre produit, donc gardez ça en favori. Vous avez un indicateur aussi qui dit que ce produit est disponible en plusieurs couleurs. Vous avez le prix qui est affiché, le prix avant discount. Vous avez notamment également aussi le nombre d'avis sur ce produit, donc qui donne un indicateur à l'utilisateur que ce produit est bien noté. Et donc, toutes ces informations, quand on les somme, ça permet d'améliorer l'expérience du client, sa navigation et de l'inciter à l'achat, de faciliter l'accès à l'information. Et donc, juste avec les avis vérifiés, par exemple, on avait fait un A/B test, ça augmente de 5% le taux de clic et de 30% les ventes sur le segment qui a ses avis dans les recommandations produits. Un autre exemple ici, c'est Ikea. Quand on passe sur la recommandation de produit, le visuel change et ça met le visuel en action. En fait, le produit que vous achetez est mis en action d'utilisation.
Un petit conseil que j'avais remis ici, on a vu sur la fiche produit que l'historique de navigation, au final, est une vraie aide dans l'achat. Et ça, en fait, moi j'ai envie de vous dire, utilisez partout sur le site. Et notamment, en fait, vous n'avez même pas besoin d'un outil de reco comme d'intelligence artificielle très poussé comme Target tout ça, parce que c'est les derniers produits d'historique de navigation. Et donc, si vous vous rappelez, il y avait aussi l'exemple de Diane Louise d'Europecar, où sur les pages liste, ils avaient mis en premier produit en haut le dernier produit vu, et qui permet un retour rapide à cette fiche produit, avec en plus un ajout au panier direct. Et bien ici, Marionneau, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une pop-up d'historique de navigation en bas et sur toutes les pages du e-commerce. Et l'utilisateur, de toute façon, peut très bien la fermer si ça le gêne, etc. Et donc ça, je pense que c'est une vraie aide au moment d'améliorer votre e-commerce pour les utilisateurs et qui est assez facile d'implémentation. Donc globalement, là, j'ai résumé un peu ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser vraiment à tous vos scénarios. Il faut scénariser le plus possible vos zones de recommandation. OK? Et donc, comment vous faites? Vous pouvez booster des produits. Si, par exemple, c'est les soldes, je booste tous les produits qui sont en réduction, etc., etc. Et utiliser forcément le plus d'avis, d'informations, le plus de données possible. Et surtout, il faut A/B tester et tester les différentes stratégies. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de penser que vous avez raison. Et en fait, non. La seule moyen d'avoir raison, c'est de mesurer et de regarder quelle est la stratégie qui fonctionne le mieux. Donc voilà. Je pense que aussi, le conseil que je vous donnerais, c'est que la vraie limite à la recommandation de produit aussi, c'est votre créativité. Il ne faut jamais penser que ça ne va pas fonctionner. Il faut tester. Voilà, et je pense qu'on a fini cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on peut passer à la partie des questions. Je ne sais pas si Diane-Louise, tu veux enchaîner. Je n'ai pas regardé les questions encore. Oui, alors il y a déjà plusieurs réponses, plusieurs questions, pardon, et qui ont été votées. Donc la première, c'est celle de Loïcia. Est-ce intéressant d'avoir toutes les zones de recoproduits basées sur des produits de la même catégorie, historique, produits complémentaires, sur une même page produit, ou bien il vaut mieux choisir une de ces trois zones? En fait, ouais, par expérience, il faut vraiment avoir les trois zones. Donc, il faut normalement la première, généralement la mieux, ce qui fonctionne le mieux, c'est de la reco similaire. Donc, c'est plutôt généralement de la même catégorie. Ensuite vient une zone qui est le produit complémentaire. Et ensuite, l'historique de navigation. Après, moi, c'est vrai que voyant les résultats, un peu comment fonctionne tellement bien cette zone d'historique de navigation, je serais tenté, moi perso, si j'avais un e-commerce, de presque la remonter. Peut-être de pas du tout même mettre sur certains produits le produit complémentaire. Parce que comme on a vu, ce que je vous ai montré, c'est que des produits, des fois, le produit B n'est pas forcément complémentaire de A, alors que l'inverse est vrai. Des fois, sur certains produits, je pense qu'il faudrait même ne pas recommander des produits complémentaires parce qu'il n'y a pas forcément de sens à avoir à ce moment-là du produit complémentaire et plutôt ajouter ça dans une copine panier. Ça, il y a très peu de e-commerce actuellement qui l'ont. Au final, je ne le vois pas si souvent que ça, mais la copine panier, elle fonctionne très très bien pour le complémentaire. Et ça, je recommanderais de l'ajouter plutôt dans cette zone-là, le complémentaire. Merci pour ces recos. Moi, j'ajouterais que le mieux, c'est de tester les différentes options. Ouais. Et comme ça, on est encore plus sûr de savoir ce qui fonctionne. Je suis totalement d'accord avec ça, ouais. Le mieux, c'est de tester. Ensuite, question de Hubert. Quel est l'usage réel de la recherche de produits par envoi de photos? Nombre de sites qui l'implémentent? Quel pourcentage de visiteurs l'utilisent? Je pense que c'est pour toi, Alban. Alors ça, je ne saurais pas répondre exactement quel est l'usage réel. C'est une fonctionnalité que nous, on propose il n'y a pas, qui est assez récente en fait, elle doit avoir 6 mois, 1 an maximum. Il n'y a pas, nous actuellement, on n'a pas beaucoup de clients qui l'ont acheté encore, mais c'est un vrai besoin. Après, c'est un fonctionnement, ça, l'image, je pense qu'il fonctionne plus pour des navigations sur mobile. C'est beaucoup plus facile d'uploader une photo quand vous êtes avec votre smartphone.
Ensuite, en pourcentage de combien de personnes l'utilisent, à vrai dire, je ne saurais pas répondre. Ça dépend sans doute de l'utilisation, d'où est-ce que ça a été mis en place. Autre question de Loïcia sur l'algorithme. Est-ce qu'il est vraiment plus pertinent quand on prend en compte les données d'achat en magasin, comportement d'achat différents, retail et e-commerce? Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça peut varier selon les secteurs, mais j'ai mis des chiffres dans la présentation, ça augmente quand même. C'est vrai que c'est assez variable selon le e-commerce et le type de vertical. Après, ce que ça permet de faire aussi d'avoir cette information au niveau de l'omnicanal, c'est que vous pouvez pousser des newsletters avec une reco personnalisée sur ce produit qui a été effectué en magasin. Donc, il y a vraiment plusieurs cas d'application. Mais oui, dans tous les cas, ça augmente la performance. Ça a été mesuré. Et dans tous les cas, c'est une information qui permet de créer du lien produit qui est différent. Donc, effectivement, elle n'est pas forcément à utiliser sur toutes les zones. Ça va dépendre de votre verticale. Mais moi, j'encourage à la mettre. Un autre cas que j'ai pas évoqué, mais on a des clients qui utilisent aussi la donnée du site e-commerce pour le magasin en physique. Du coup, quand on parle omnicanal, c'est pas uniquement dans le sens physique vers e-commerce, ça peut aussi être dans e-commerce vers magasin physique. Merci. Ça, c'est sur la GDPR. Est-ce que vous demandez le consentement des visiteurs lors de tracking des données? Dans ce cas, combien de pourcentage de non-consentement et quel impact sur les algorithmes de recours? Alors déjà, la personne responsable du e-commerce, c'est le e-commerçant. Donc, c'est pas Target ou celle qui va demander, c'est le e-commerçant qui doit demander cette autorisation. Et en fait, dans le cas de Target ou celle, nous, on n'est vraiment pas trop impacté par cette problématique. Cela GDPR, c'est pour protéger la personne comme telle. Et nous, on récupère pas la donnée de la personne comme telle. Moi, je sais pas qui vous êtes quand on récupère le contexte de navigation. Je sais pas si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes âge, etc. Je connais même pas votre email. Les e-commerce me l'envoient en encodé. Donc, en fait, ça nous impacte pas vraiment cette GDPR sur le souci de tracking pour Target tout seul. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez 2 minutes, si vous avez une dernière question. Jette un œil au sondage en attendant. Alors, visiblement, la première sondage, on a déjà des 2 réponses qui se démarquent. Celui qui était sur quels sont, selon vous, les principaux avantages de la personnalisation. Donc, 55% pensent que c'est augmenter le taux de conversion. Et deuxième réponse qui a été le plus choisie, optimiser l'expérience utilisateur. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé pendant tout le webinaire. L'expérience utilisateur, c'est le principal avantage. Et ça va de pair, en effet, avec l'optimisation du taux de conversion. Très bien. Et le deuxième sondage, lorsque vous personnalisez votre site, quels sont les critères que vous prenez en compte? Donc, ici, beaucoup plus de réponses divisées. Alors, il va y avoir le navigateur. C'est surprenant. Pour moi, ce n'était pas trop un critère qui était tellement utilisé, mais c'est bien à savoir. Source de trafic, 15%. Device, 23%. Donc, ça, c'est vrai que ça c'est un des premiers critères qui est le plus utilisé. Nouveaux utilisateurs versus récurrents, 23%. Et seulement 8% sur le dernier achat. Donc, c'est intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Merci pour toutes vos réponses. Je vois qu'il y a eu une dernière question, je réponds rapidement, de Loïcia. Pour avoir un vrai parcours omnicanal, alors je ne sais pas si démarrer la réponse en direct. Oui. Voilà. Pour avoir un vrai parcours omnicanal, il faut nécessairement que l'utilisateur se connecte à son espace en ligne pour que ses données se parlent. Il ne faut pas nécessairement qu'il soit connecté,
mais il faut qu'il se soit au moins connecté une fois. En fait, forcément, il faut qu'on soit capable d'identifier que cet utilisateur est cet utilisateur. Donc, il faut qu'il y ait un moyen de l'avoir relationné. Si je me suis connecté une fois, derrière, si je reviens comme le même dispositif sans être connecté, ben on sait quand même que ce dispositif est associé à cet utilisateur. Donc, il n'a pas forcément besoin d'être connecté, mais c'est à partir du moment où on a réussi à faire ce merge, cette fonction, cette jonction entre le dispositif et l'utilisateur qu'on va être capable d'utiliser ces données. Sinon, avant, forcément, on va pas pouvoir. Il faut bien un moyen d'identifier que c'est le même utilisateur. Voilà, je ne sais pas si il reste des questions, si vous avez des questions. De toute façon, le replay sera envoyé à tous les participants et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à revenir vers nous à ce moment-là. Et je vous invite également, enfin aussi bien sur le site d'ABTST et de Target2Sell, il y a beaucoup d'informations, il y a des cas clients, etc. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger, à regarder les contenus qu'il y a sur les différents sites, qui vous permettent aussi de répondre un peu à vos doutes. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je serai ravi de vous faire une démonstration plus approfondie de notre outil. Exactement. Merci à tous les deux et bonne fin de journée. Merci aux participants. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Ciao. Bonne journée.